Merci Florent. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, pour cette conférence inaugurale de Baroque en forêt. Et puis, je crois, la première conférence, c'est ça, de la saison UPT. Alors, donc, je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le programme du festival s'organise cette année autour de la question de l'opéra, comme Florent vous l'a dit. Et donc je vous propose aujourd'hui de nous interroger sur les deux grands modèles d'opéra que l'on va trouver tout au long de l'époque baroque. Il s'agit du modèle français et du modèle italien. Et vous pourrez justement en observer deux représentations cette semaine avec La Servante maîtresse, donc La Serva Padrona, comme vous le disait Florent jeudi, qui est un modèle d'opéra italien, même si c'est un modèle d'opéra bouffon et non pas d'opéra sérieux, alors qu'aujourd'hui on va parler plutôt d'opéra sérieux. Et puis pour le modèle français, eh bien, ce sera le concert donc de clôture, le dimanche 8 octobre, je crois, c'est ça, à la collégiale de Savoie-le-Château, avec des extraits des Indes galantes de Rameau. Bien, alors aujourd'hui nous allons essayer donc de comprendre comment fonctionnent ces deux grands modèles français et italiens, en essayant d'en observer les caractéristiques musicales et dramatiques, et essayer également de comprendre pourquoi eh bien, certains choix ont été valorisés plutôt que d'autres. Et pour commencer, nous allons entendre deux extraits qui sont de musique italienne et ou française. Donc vous allez entendre soit un extrait de musique italienne, puis un extrait de musique française, soit un extrait de musique française, puis un extrait de musique italienne, soit deux extraits de musique italienne, si j'ai voulu être fourbe, ou deux extraits de musique française, si j'ai également voulu être fourbe. Voilà, donc on écoute ces deux extraits, et puis vous allez essayer de deviner s'il s'agit de la musique italienne ou française. Premier extrait. Deuxième extrait. Alors évidemment, je n'ai choisi que des extraits où on n'entend pas de paroles, sinon c'est trop facile. Bien. Est-ce que vous entendez suffisamment? C'est juste? Un tout petit peu plus fort? C'est ça? Est-ce qu'il serait possible de mettre les extraits un tout petit peu plus fort? Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Bien, alors nous allons voter. Qui pense que le premier extrait était de la musique italienne? Ok. De la musique française? N'ayez pas peur, hein, même si vous êtes seul. Ok, très bien. Et le deuxième extrait, qui pense que c'était de la musique italienne? Ok. Et de la musique française? Oula. Ok, mais écoutez, super. En effet, le premier extrait était de la musique italienne et le deuxième extrait de la musique française. Comment le reconnaît-on et puis quels étaient ces extraits? Le premier extrait est tiré d'un opéra de Handel qui s'appelle Ariodante. Alors vous allez me dire, Handel n'est pas un compositeur italien. En effet, c'est un compositeur d'origine allemande
qui a fait l'essentiel de sa carrière à Londres. Pour autant, il compose dans le style italien, des opéras italiens. Il s'agit de l'opéra Ariodante qu'il a composé en 1735. Le deuxième extrait provenait... Est-ce que vous avez reconnu le deuxième extrait? C'est pas les Indes galantes, Lully. Ah, alors effectivement, puisque c'est dans les ballets du bourgeois gentilhomme. Une de ses premières collaborations avec Molière, 1670. Donc on est très avant Handel, mais on entend bien quand même cette différence entre Italie et France. À quoi reconnaît-on la musique italienne ici? Eh bien au pouvoir sensible de la musique et plus particulièrement de la mélodie. Pour dire les choses autrement, le paramètre principal de l'opéra italien, comme vecteur du drame et des sentiments, c'est la sensibilité musicale. Véritablement, on construit le drame à partir de l'expressivité de la musique elle-même. On y reviendra là-dessus, hein, pas de panique. Là, on est juste dans une présentation un peu générale. Bon. Et le deuxième extrait, donc l'opéra français, cette fois-ci, nous étions plutôt du côté du paramètre rythmique. Pourquoi le paramètre rythmique est important ici chez Lully? Pour deux raisons. Première raison, pour l'intégration de la danse, puisque l'opéra français se construit à partir d'une rencontre entre tous les arts, contrairement à l'opéra italien. Donc, il y a une importance de la danse. Deuxième raison qui explique l'importance du paramètre rythmique, c'est que ça n'est pas la musique qui va diriger l'opéra, mais c'est le texte. Et donc, le texte, il est soumis à des règles de déclamation, à des règles de prosodie et donc à des questions de rythme du texte parlé, rythme du texte récité. Donc le rythme va souvent prendre le pas chez Lully sur la mélodie ou l'harmonie, c'est-à-dire finalement sur la question du chant. Est-ce que ça va? Bien. Alors, on va essayer de poser un peu les différences pour commencer, les différences un peu générales entre opéra italien et opéra allemand, pas du tout, français. Et puis, on parlera également des ressemblances pour l'introduction. Alors, restons donc sur les différences. La différence fondamentale, c'est qu'ils ne prennent pas du tout, les Français et les Italiens, les choses par le même bout. L'opéra fonctionne sur un équilibre, sur un rapport entre musique et texte. Les Italiens vont considérer que le texte est subordonné à la musique, c'est-à-dire que l'élément principal, c'est la musique et non le texte. Le texte doit servir la musique, tandis que les Français vont penser l'inverse, c'est-à-dire que le premier paramètre, c'est avant tout le texte. Cela s'explique en partie à la question de la langue. Pourquoi? La France est quand même l'un des pays européens fondés un des pays européens les plus vieux. Si vous prenez l'Allemagne ou l'Italie, par exemple, ce sont des pays qui, politiquement, sont relativement récents, tandis que la France, évidemment, ça n'est pas son cas. Même si, bien sûr, les frontières ont mis du temps à se mettre en place, globalement, c'est un pays qui est administré français depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire ou quelles en sont les conséquences? Eh bien, ça veut dire que la langue française a eu le temps de s'installer depuis longtemps. La langue française au XVIIe siècle est même conçue, représentée ou plutôt pensée par les autres pays européens comme un modèle, parce qu'elle a eu le temps en fait de se mettre en place, de se développer, de s'épanouir. Donc, puisque c'est un modèle pour les autres langues, eh bien, lorsque l'on a à jouer un rapport entre texte et musique en France, eh bien, c'est le texte qui gagne et non pas la musique. Ça ne veut pas dire que la musique, on la laisse pour compte. Ça veut simplement dire que la musique, son rôle, c'est de venir en soutien au texte. Ça va toujours aussi pour cette différence de point de vue? Ok. Alors, autre différence fondamentale, c'est bien sûr le contexte socio-politique. L'opéra italien va naître dans le cadre des théâtres privés, essentiellement à Florence et Venise. Donc ce sont des entrepreneurs qui vont monter des théâtres, et puisque ce sont des théâtres privés, eh bien, il y a une logique économique derrière, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'argent. Il faut faire rentrer de l'argent pour que l'opéra tourne. Donc ça veut dire qu'il faut séduire le public pour que le public vienne.
Donc, il faut pouvoir correspondre aux attentes du public. Et que veut le public? Le public veut être impressionné. Et pour être impressionné, on va développer le talent des voix et notamment l'agilité vocale, la performance vocale. On écoutera tout à l'heure ce que veut dire performance vocale. Et avec ce développement de la performance vocale, va se développer la concurrence. Donc il va y avoir une concurrence extrêmement rude entre tous les chanteurs. Et cela va être bien sûr, cela va donner naissance au siècle des castrats, puisque les castrats ont le double avantage d'avoir la force physique d'un homme avec l'organe vocal, si je puis dire, plutôt féminin. Donc on est dans un corps des plus performants et donc on peut imaginer assez rapidement que le public va s'enticher de ces figures-là. Du côté français, ça n'est pas du tout la même chose puisque l'opéra est un outil du pouvoir royal. C'est réellement un outil de la monarchie absolue. Première des conséquences, eh bien, cela veut dire qu'il y a un privilège royal et donc qu'il n'y a qu'un seul compositeur. Donc en termes de concurrence, on est quand même sur quelque chose d'un peu léger. Il n'y a qu'un seul compositeur, c'est celui qui est en mesure d'acheter le privilège du roi de composer des opéras. Et celui qui obtient ce privilège, c'est Lully, exactement. S'il y a un seul compositeur, il n'y a aussi qu'un seul librettiste. Le librettiste, c'est celui qui écrit le texte. Et le librettiste, alors souvent on le connaît moins son nom. Est-ce que certains le connaissent? Oui, bravo. Exactement, c'est Quinault, Q-U-I-N-A-U-L-T. C'est un librettiste qui va être donc très célèbre au XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est vraiment le modèle français par excellence. Donc déjà, première chose, l'opéra français, en fait, ce n'est pas exactement l'opéra français, c'est l'opéra de Lully. Alors que l'opéra italien, évidemment, est un opéra représenté par un certain nombre de figures variées. Autre conséquence, eh bien, l'opéra se doit d'être ou se doit de favoriser les grands gestes du monarque, donc les grands faits militaires, mais également ce qu'il réussit du point de vue de la culture, de l'économie et de l'administration. Pour cela, au début de l'opéra, il y a ce que l'on appelle un prologue. L'opéra français est en 5 actes, et avant ces 5 actes, il y a un prologue. En fait, c'est une espèce de scène chantée, dansée, dans laquelle nous avons la présence d'allégories, c'est-à-dire de personnages qui représentent la liberté, l'amour, la gloire, peu importe. Et donc, ce prologue sert évidemment à montrer la puissance du roi. Donc, on est vraiment dans deux contextes extrêmement différents et cela justifie aussi le fait que l'on obtienne deux modèles différents. Alors, poursuivons. Je prends mes feuilles là parce que j'arrive de Toulouse, donc j'ai mis 6 heures, et pendant les 6 heures, je me suis dit, non, mais ton plan, il va pas du tout, il faut que tu mettes ça à cet endroit, ça à cet endroit. Donc je ne sais plus dans quelle heure j'ai mis les choses. Donc je le reprends. Ah oui, c'est ça. Maintenant, c'est le problème de la vraisemblance. Bien. L'opéra, donc, naît au XVIIe siècle. Donc il faut comprendre que le modèle italien et le modèle français, ce sont les premiers modèles qui arrivent. Ce sont des modèles expérimentaux. Ça veut dire que ce sont eux qui doivent se poser des questions sur, évidemment, les plus grands obstacles que doit représenter l'opéra. Et le plus grand obstacle, c'est bien sûr de parler en chantant, puisque ce n'est absolument pas vraisemblable. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, ça n'est pas vraisemblable de parler en chantant, mais ça n'est pas non plus vraisemblable de parler en alexandrin, puisque c'est le cas de la tragédie, par exemple. Certes, ok, mais quand même, c'est encore moins vraisemblable de parler en chantant. Les modèles italiens et français vont trouver deux solutions à cela, mais qui sont deux solutions radicalement opposées. La solution italienne, c'est de prendre le parti que ça n'est pas vraisemblable. Donc, on accepte que d'un côté, on aura tout un périmètre qui n'est pas vraisemblable, le fait que l'on chante en parlant, ou que l'on parle en chantant, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, et d'un autre côté, on a une histoire qui est absolument vraisemblable. Ça, c'est le modèle italien. On sépare les deux choses. Le modèle français, on va se dire qu'à cela ne tienne, on va dire que tout est invraisemblable. Donc, on va partir dans des sujets qui ne sont pas du tout historiques, puisque l'opéra italien, c'est un sujet historique. On va partir dans des sujets mythologiques.
Donc on va avoir un certain nombre de dieux qui vont apparaître, des phénomènes surnaturels bien évidemment, des effets de machine, c'est-à-dire qu'on assume totalement le fait que c'est invraisemblable et on en joue avec. C'est ce que l'on va appeler l'esthétique du merveilleux. Alors pour essayer de comprendre cela, on va utiliser deux opéras. Je vais vous raconter un opéra, une histoire d'opéra, et vous allez devoir me trouver la fin. Okay. Ou plus exactement, quel est le dénouement? Comment on se sort d'une situation absolument impossible? Alors, c'est l'histoire de Ginevra et d'Ariodante. Ariodante, c'est le garçon, Ginevra, c'est la fille. Ginevra est une fille de roi, Ariodante est un chevalier. Ginevra aime Ariodante, Ariodante aime Ginevra, tout va bien. Ils doivent se marier au début de l'acte 1, donc vraiment on est dans un cadre absolument parfait, propice aux amours, bien. Sauf qu'il y a un jaloux. Ce jaloux, c'est Polinesso. Polinesso veut conquérir le cœur de Ginevra, mais Ginevra n'aime pas Polinesso. D'autant qu'en fait, Polinesso ne veut pas épouser Ginevra par amour, mais simplement pour avoir ensuite le pouvoir royal. Donc Polinesso veut essayer de mettre un peu le couple Ginevra-Ariodante en danger. Et pour cela, il va s'appuyer, alors attention, je rajoute encore un personnage, sur Dalinda, okay, qui est la femme de chambre de Ginevra. Ça va ou pas? Oui. Bon. Ça dit, j'aurais quand même dû faire des schémas, parce qu'avec tous ces personnages, bien. Dalinda est fidèle à Ginevra, mais elle aime Polinesso. Donc, elle est prête à tout ce qu'il va lui demander pour pouvoir obtenir son cœur. Donc Polinesso va lui dire « oui, comme ça, j'aimerais que tu m'aides, et puis après, promis, je t'épouserai, gna 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 ». Et donc Dalinda y croit. Elle croit vraiment que le piège qu'il veut tendre à Ginevra va lui permettre de l'épouser. Ça va toujours ou pas? Oui, ok, très bien. Bon, vous levez la main si ça ne va pas. Hein. Non. Et en fait, le piège, on va avancer rapidement, mais le piège qui est mis en place, c'est qu'il va faire croire à Ariodante que Ginevra lui est infidèle. Et Ariodante Benet va y croire. Donc il va y croire, donc il va se suicider. Il n'y a pas d'autre issue dans l'opéra italien. Dès que ça ne va pas trop, on part. Voilà. Bien, donc Ginevra, elle est triste, évidemment, puisqu'elle n'a rien fait, et Ariodante vient de mourir, et en plus, son père a cru lui aussi qu'elle était infidèle, il lui dit, bah, écoute, tu n'as pas été gentil, tu es condamné à mort. Voilà. Donc, elle ne va pas bien à ce moment-là, et alors, attendez, je ne sais plus où j'en suis dans l'histoire. Eh bien oui, justement, alors maintenant, comment on sort de ça? Donc, c'est la question que je vous pose. On a un micro, hein, il est prêt. Donc, il y a quelqu'un qui devra se dévouer pour de toute façon me trouver la fin du scénario. Comment est-ce qu'on sort d'une histoire comme celle-ci? Je vous vois, hein. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ça marche pas? Bon, personne n'a d'idée? Bon, passe pour cette fois. Bon, alors le principe ici, c'est que, en fait, Ariodante n'est pas mort. Oui, parce qu'il s'est jeté d'un rocher, donc il est tombé dans l'eau, mais il y avait un pêcheur qui passait par là et qui l'a sauvé. Et en fait, Dalinda va avoir des remords et elle va aller voir Ariodante pour lui expliquer évidemment ce qui s'est passé. Et donc Ariodante va revenir auprès du roi, on va expliquer la situation. Ils vont pouvoir se marier et évidemment Polinesso, le traître, va être tué. Mais, très important, avant de mourir, il va demander pardon. Voilà, donc ça, opéra italien ou français? Italien. Italien, puisqu'on n'a absolument pas l'intervention des dieux. Autre exemple d'histoire, pour voir comment est-ce qu'on résout les péripéties différemment, Castor et Pollux. Donc cette fois-ci, opéra français de Rameau en 1700, je ne sais plus, 37 je crois que c'est 1737. Bien, Castor et Pollux sont deux frères. Il y en a un qui est immortel, mais l'autre ne l'est pas. Pollux est immortel, Castor est mortel. Et évidemment, qui est-ce qui est blessé mortellement? Vous ne suivez pas bien. C'est Castor, voilà. C'est Castor, c'est justement le mortel. Alors Pollux n'est pas content, bien évidemment, donc il va descendre aux enfers pour demander aux enfers, justement, de ressusciter Castor.
La condition est qu'il prenne sa place, en fait. C'est-à-dire que Pollux devienne mortel et qu'il meure à la place de Castor, et que Castor puisse remonter sur Terre pour épouser Télaïr. Donc Pollux dit oui, mais Castor n'est pas d'accord. Il dit non, il n'y a aucune raison en fait que tu prennes ma place. Donc ce que l'on va faire, c'est que tu vas prendre ma place uniquement pour un jour, le temps que j'aille dire au revoir à ma fiancée, et puis je reviendrai puisque je suis mort de toute façon et tu repartiras en haut. Bien. Donc Castor remonte sur Terre, il voit Télaïr, il lui dit ben voilà, je suis revenu mais pour un seul jour. Donc là il se prend une soufflante par Télaïr qui lui dit quoi, comme ça, tu reviens pour 15 jours, c'est que tu m'aimes pas, gna gna. Bon, très bien, ça se passe pas très bien. Et comment on fait? À vous. Dénouement plus facile cette fois-ci. Comment? Ah, alors ça c'est très romantique ça. On a la proposition de Télaïr se tue, donc tout le monde est aux enfers. Ça c'est très 19e. Non. Exactement, je ne sais pas où est-ce que ça vient, mais c'est tout à fait ça. Il y a un dieu évidemment qui arrive. Le dénouement français, c'est le Deus ex machina, c'est-à-dire que le dieu descend sur Terre et résout tout en un coup de baguette magique. Et là, en l'occurrence, Jupiter descend en disant écoutez, vous me mettez une tête comme ça. Donc on dit que tout le monde est immortel et tout va bien. Et finalement, tout le monde remonte sur Terre. Voilà, donc on voit bien quand même que les drames sont extrêmement différents du côté italien et du côté français. Donc on peut comprendre évidemment que la mise en musique soit également différente entre les deux. L'autre question à laquelle ils doivent se confronter, c'est la question des autres arts. Puisque du moment où vous décidez de créer un opéra, ça veut dire que vous décidez de mettre en lien, de faire se rencontrer texte et musique. Donc ça veut dire que vous faites se rencontrer deux arts. La question qui vient tout de suite derrière, c'est et les autres arts? Est-ce qu'on les convoque ou est-ce qu'on ne les convoque pas? Les deux modèles vont choisir de les convoquer, donc de convoquer la peinture, l'architecture, les décors, la machinerie, la danse, les costumes, mais pas de la même manière. L'opéra italien, on est toujours sur une question de hiérarchie et de pyramide dont la pointe est la musique. Donc tous les arts sont au service de la musique. Donc on a alors relativement peu de décors, relativement peu de mise en scène. Alors le terme de mise en scène est un peu anachronique, hein, c'est plutôt à partir du 19e siècle qu'on va en parler, mais peu importe. On est sur des mouvements qui sont relativement limités et on a très peu de danse. En France, c'est l'inverse. En France, la base de l'opéra fonctionne sur une rencontre entre tous les arts. Donc, on va avoir une importance capitale qui est donnée à la danse, mais aussi à la machine. Vous savez, la machinerie, on a parlé du merveilleux, hein, qu'il y avait l'intervention des dieux, donc on a besoin de machinerie, d'effets spéciaux. Donc, machine, décor, perruques, costumes et danse, comme je le disais. Donc ça, c'est encore un autre point de différence. Maintenant, si l'on veut rentrer dans un aspect un peu plus musical, il y a des différences dans la construction des scènes. Alors là, ça va devenir un petit peu plus technique. Déjà, les actes. On a 5 actes plus un prologue dans l'opéra français, merci, et tandis que 3 actes uniquement pour l'opéra italien. À l'intérieur de ces actes, on a un certain nombre de scènes. Comment sont découpées ces scènes? Dans l'opéra italien, c'est strictement toujours la même chose. Vous avez ce que l'on appelle un récitatif, puis une aria. Qu'est-ce que le récitatif? C'est le moment où les personnages dialoguent entre eux, c'est-à-dire font avancer l'action. L'aria, c'est un moment qui met pause sur l'action et qui pointe du doigt une expression ressentie par un des personnages. Le récitatif est dans un style que l'on appelle sec, c'est-à-dire que c'est du parler-chanter. C'est une musique qui est en fait assez peu musicale, pourrait-on dire. C'est accompagné de façon très sobre par le clavecin et le violoncelle, et on avance relativement vite. Et dès qu'on arrive à l'aria, alors cette fois-ci, la voix se déploie, on a le recours de l'orchestre, et on rentre véritablement dans un moment musical. Donc on a cette opposition entre deux styles de musique extrêmement différents, et deux façons aussi de penser le temps dramatique, c'est-à-dire que l'on a un temps de l'action qui va vite, et puis tout à coup, pause dans l'action, et on s'arrête sur le sentiment que ressent l'un ou l'une des personnages. Ça, c'est pour l'opéra italien. L'opéra français ne fonctionne pas du tout de la même manière, puisque
l'élément principal, on l'a dit, c'est le texte. Donc si on doit suivre le texte, on doit suivre une espèce de fluidité. On ne doit pas avoir cette opposition entre deux styles de musique et deux styles de perception du temps dramatique. On a une seule façon de voir le temps dramatique à travers en fait une scène qui est continue. Ça ne s'arrête jamais. Et cette scène, elle est essentiellement en récitatif, donc comme le premier style italien, mais de façon plus élaborée, plus musicale. Et quelquefois, on a des tout petits bouts d'air, c'est-à-dire des moments où il y a un peu plus de musique, mais quand même pas autant que la musique italienne. Et au milieu de ces récitatifs et de ces airs, eh bien, vous avez aussi l'intervention des chœurs et des danses. Donc là, je vous propose maintenant d'écouter une scène italienne et une scène française. Donc là, ça va être des extraits qui vont être un peu plus longs pour essayer de vraiment prendre l'atmosphère de cette musique, pour essayer de voir un peu comment tout s'agence. Alors, pour commencer, on va entendre... ah mince, j'avais ça d'abord, mais ça, on y reviendra après alors. Attendez. Oui, voilà, c'est ça. On va commencer par la scène française. C'est Castor et Pollux, justement. Et c'est le moment où Pollux descend dans les enfers et demande de remplacer Castor. Et alors, Jupiter lui dit, je ne dis pas non, effectivement, tu peux remplacer Castor, mais sache que, non, oui, tu peux libérer Castor, mais tu vas prendre sa place. Et donc, c'est quand même un peu ballot, parce que je te rappelle que tu étais immortel, donc que tu pouvais ne pas venir aux enfers. Et donc, voilà ce que tu vas manquer. Et à la suite de quoi interviennent tous les plaisirs, évidemment, de l'Olympe pour montrer à Pollux tout ce qu'il va perdre. L'extrait que l'on va entendre, au début, on va avoir un air. C'est un air un peu vaillant, un peu viril de la part de Pollux qui dit « Je vais réussir, évidemment, à vaincre les enfers ». Puis on a un dialogue en récitatif entre Jupiter et Pollux. Et ensuite, on passe à une scène un peu plus de divertissement, de présentation des plaisirs de l'Olympe avec des chœurs et puis également quelques sections en air. C'est tout bon? Allez, on écoute. Ça, c'est l'air. Sous mes pas les encres de la terre. J'irai braver les Plutons, j'irai chercher les bords, à la lueur de ton soleil, à la lueur de ton soleil. Récitatif. Je reverrai Castor et mon père. J'ai voulu te cacher le sort qui te menace. Jupiter. Deux frères infortunés, tu peux briser les fers si tu descends dans les enfers. Mais il est ordonné pour prix de ton audace que tu prennes sa place. Tes jours éternels, tes beaux jours sont trop dignes ta vie. Je ne puis souffrir la vie si Castor avec moi en partage le coup. Je reverrai mon frère, il verra que la haine, il est aimé, c'est à lui d'être heureux. Chaque instant qu'ici je respire est un an que j'enlève à son cœur amoureux. Avant de céder au penchant qui t'aspire, ose que tu perds dans les cieux. Divertissement. Charme
Voilà. Est-ce que cette question de fluidité, de linéarité du texte qui s'écoule sans ne jamais s'arrêter, c'est clair? Et est-ce que vous avez entendu aussi la différence de langage entre l'air, qui est quand même plutôt un moment de musique, et le récitatif, où là, le paramètre musical recule pour laisser vraiment la place au texte? Et puis évidemment, la rencontre entre les arts. Ça va? Parenthèse que je voulais vous dire quand j'ai vu le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre donc n'existe pas à cette époque-là. Qui s'occupe de gérer le fait que tout le monde soit ensemble? Alors, ça peut être le premier violon, en effet, mais ça, c'est plutôt dans la musique instrumentale. Alors, ça peut être aussi le claveciniste dans d'autres cas, mais c'en est encore un autre pour l'opéra. C'est le batteur de mesure. Donc, le batteur de mesure, il a un gros bâton et tape la mesure. Voilà. Alors, ça, c'était pour la scène française. Maintenant, nous allons passer à la scène italienne. On va reprendre donc Ariodante, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Nous sommes au début de l'opéra, au moment où Dalinda va expliquer au traître Polinesso qu'il n'a aucune chance avec Ginevra. Ça, c'est pendant le récitatif. Et pendant l'air, c'est le moment où en fait, elle va dévoiler sa flamme à Polinesso. Donc, on voit bien le moment d'action où il se passe quelque chose, qui est donc du côté du récitatif, et ensuite le moment où l'on parle de sentiment, qui est réservé à l'air. C'est parti. Vous avez entendu Polinesso, c'était un rôle de castrat à l'époque.
Voilà, et le personnage italien sort après son air, puisqu'il est arrivé à un tel sommet d'expression, en tout cas de passion, de sentiment, d'émotion, qu'il ne peut aller plus loin, donc il sort. Est-ce que vous avez bien entendu cette différence de musique, de traitement musical entre le récit et l'air? Et est-ce que vous avez entendu aussi comme l'utilisation du texte n'est pas du tout le même, puisqu'on n'a pratiquement pas de texte pour l'opéra italien. On a un texte linéaire au moment du récitatif, c'est-à-dire au moment où en fait l'action est débitée, et au moment où l'on arrive à l'air, à ce moment-là, on va toujours répéter le même texte, puisqu'on est là pour se focaliser sur une expression, un sentiment. On peut donc avoir les mêmes paroles qui reviennent. C'est comme lorsque nous, évidemment, nous rabâchons à l'intérieur nos mêmes paroles quand nous sommes très en colère ou très heureux ou je ne sais quoi. Alors, malgré toutes ces différences, le modèle français et le modèle italien partagent certaines ressemblances. Et ce sont des ressemblances évidemment extrêmement fortes. La première ressemblance, c'est le fait qu'à peu près au même moment, la France et l'Italie ont ressenti le besoin de mettre en musique un drame. Parce que finalement, pour nous, l'opéra, c'est un peu une évidence puisque l'on est né avec. Mais au début du XVIIe siècle, ça n'est pas du tout une évidence. L'opéra n'existe pas, donc il n'existe pas d'histoire narrative longue mise en musique. Donc vraiment, la France et l'Italie partagent cette envie, ce besoin d'essayer de voir ce que cela donnerait quand la musique essaye de construire une histoire, un drame. Ça, c'est la première ressemblance. La deuxième ressemblance, c'est le fait que les deux modèles vont essayer d'atteindre le même but, à savoir exciter les passions. Alors, les passions, ça c'est un concept très XVIIe siècle. Cela concerne en fait tout simplement les énergies et les émotions puissantes qui nous traversent et qui régissent un certain nombre de nos actes. Et on prend conscience que si l'on essaye de passer par ces passions, on va réussir à convaincre bien plus facilement les personnes. Donc c'est ce qui se passe avec l'opéra, c'est-à-dire que l'on essaye d'exciter votre potentielle colère, votre potentielle sensibilité, amour, joie, peu importe, pour essayer évidemment de vous rendre meilleur, puisque le but est d'édifier quand même, il y a un but moral derrière. Donc exciter les passions, les deux modèles veulent exciter les passions de chacun. Troisième ressemblance, c'est le fait d'utiliser des modèles de vertu. Alors ça, c'est très 17e. On a un engouement pour les figures absolument vertueuses, de préférence plutôt les femmes, que l'on va essayer de peindre comme des modèles à suivre. Et ces modèles, évidemment, ils sont extrêmement ambigus, ou plutôt le regard qui est porté sur ces modèles est extrêmement ambigu, puisque c'est un regard qui est à la fois plein d'admiration et de désir. Par exemple, voilà, je reviens en arrière, quand je vous disais que j'ai tout remis dans le désordre. Ça, ce sont deux tableaux absolument superbes de Rembrandt, de Lucrèce. Alors Lucrèce, qui connaît l'histoire de Lucrèce? Alors Lucrèce, c'est c'est la Rome antique, et donc c'est l'épouse de... je ne sais plus, l'épouse de qui? Bon, de Tartampion. C'est l'épouse de Tartampion qui va être violée par Tarquin. Et puisqu'elle est violée par Tarquin, dans un premier temps, elle va demander à son époux de la venger, et dans un deuxième temps, elle se tue. Ce sont donc deux tableaux de Rembrandt à 2 ans d'intervalle sur le sujet de Lucrèce, ce qui montre évidemment l'intérêt de Rembrandt pour cette figure, voire presque une obsession de Rembrandt pour Lucrèce. Donc là, Lucrèce est sur le point de se donner la mort, et là, c'est fini. Okay ? Et dans les deux cas, évidemment, on voit bien qu'il y a admiration pour cette figure, puisque la figure tient absolument tout le tableau, il n'y a aucun autre personnage, il n'y a pas de décor. Elle est vêtue de façon extrêmement soignée. Donc on voit toute l'admiration qu'il y a pour cette vertu, et en même temps, on voit bien évidemment tout le désir qu'il y a pour cette figure, puisque ce sont des visages, on voit bien qu'ils sont peints
avec désir, et notamment un travail sur le, alors je vais dire chemisier, c'est pas un chemisier, mais enfin bon voilà, où il y a presque une approche en fait de la poitrine. Donc, pour voir si vous avez bien suivi, nouveau jeu. On va partir d'une autre héroïne qui s'appelle Théodosie. Alors Théodosie, c'est une sainte martyre dans les premiers martyrs chrétiens, vous savez, donc des premiers siècles. Donc elle, son martyre, c'est abominable, elle a été griffée jusqu'à ce que les entrailles sortent. Elle n'était pas tout à fait morte, alors après, je ne sais plus, je crois qu'elle est passée partout, donc elle a été un petit peu étranglée, un petit peu noyée. Enfin, c'est un carnage, la pauvre Théodosie. Et donc, il y a eu quand même un oratorio qui a été composé sur elle par un certain Scarlatti, qui est un compositeur italien de la fin du XVIIe siècle. Donc, voici l'argument en fait, de l'histoire. Arsène, qui est un garçon, aime Théodosie, qui veut rester chaste. Elle veut rester chaste. Urbain, qui est le père d'Arsène et qui est également le gouverneur de Rome, insiste auprès de Théodosie pour qu'elle épouse son fils. 3 fins possibles, et donc vous allez lever la main à la fin des 3 pour celle qui vous semble la plus cohérente pour un opéra italien de cette époque-là, qui ne correspond évidemment pas toujours au mythe précédent. Première fin possible, Théodosie se rend compte des vertus d'Arsène et elle l'épouse. Deuxième possibilité, Théodosie refuse et est torturée à mort par le gouverneur de Rome, donc finalement comme dans l'histoire. Troisième fin possible, Théodosie ramène Arsène à la raison et il embrasse une carrière militaire. Alors, qui pense que la bonne fin, c'est la première, c'est-à-dire que finalement, elle se rend compte qu'Arsène, il n'est pas si mal et elle l'épouse. Voilà. Merci, il y a un optimiste dans la salle. Sympa. Qui vote pour la deuxième version, c'est-à-dire qu'elle finit complètement écharpée. Par contre, il y a des gothiques dans la salle. Et troisième possibilité, elle le ramène à la raison et il va devenir militaire. Ok, donc là, ce serait le... Ok. Eh ben non, c'est la version 2. Elle meurt finalement dans d'atroces souffrances, tout simplement parce que la vertu, ça ne se négocie pas à l'époque baroque. Donc, du moment où son honneur a été bafoué, eh bien, elle va jusqu'au bout et elle meurt. Donc, sur ces histoires joyeuses... Ah oui, je voulais vous faire voir Théodosie, c'est elle. Enfin, voilà. Donc, elle est morte à 17 ans. Voilà. On va s'intéresser maintenant à la question de l'expressivité. Ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus, finalement. Parce que c'est l'objet quand même de l'opéra. On l'a dit, c'est exciter les passions. Donc, comment le modèle italien et comment le modèle français s'y prennent. Intéressons-nous tout d'abord à l'Italie avec la question de la douleur sensible qui est vraiment au cœur du modèle italien. Rappelez-vous ce que l'on a dit, la musique italienne prend comme paramètre principal l'expressivité musicale. Et pour preuve, finalement, on va revenir au tout premier opéra italien qui est Orfeo, exactement, de Monteverdi, 1607. Alors, il y a discussion un peu sur quel serait vraiment le premier opéra, mais véritablement, le premier opéra tel qu'il va ensuite servir de modèle pour la suite, c'est véritablement l'Orfeo de Monteverdi. Et alors, quelle est la profession d'Orfeo? Eh bien, c'est d'être chantre. C'est-à-dire que finalement, aux origines même de l'opéra, on voit bien que la question de la musique, elle est là. Orphée séduit par le pouvoir de son chant. Donc on comprend bien que l'esthétique de l'opéra italien va se construire dès son origine autour de cette question, autour de la question du pouvoir sensible de la musique. Là, nous sommes au 3e acte, au moment... Donc, vous savez, il se marie, et puis Eurydice, clac, elle se fait mordre par un serpent, elle meurt, Orphée, il pleure, et donc il descend aux enfers pour essayer d'amadouer Charon et de libérer Eurydice. Et puis, vous savez, il ne doit pas se retourner, il se retourne, elle remeurt, plaf, c'est fini. Bien, alors là, on est au moment où Orphée est descendu aux enfers et rencontre Charon, et il essaye de séduire Charon.
Et quel est le moyen qu'utilise Orphée pour séduire? Eh bien, c'est bien évidemment les prouesses vocales. Il y a donc dans cet air Possente Spirito de Monteverdi une réelle mise en valeur de la voix. Et comment est-ce que cette voix est mise en valeur? Eh bien, par un certain nombre de procédés techniques, c'est-à-dire de prouesses musicales qui vont impressionner le spectateur. Parmi ces prouesses, nous avons l'agilité. L'agilité, vous savez, ce sont des vocalises. C'est le fait de faire plusieurs notes sur une même syllabe. Et c'est une des grandes difficultés de la voix. Parmi les autres prouesses vocales, nous avons ce qu'on appelle le trillo. Le trillo, c'est tout en haut. Alors vous avez alma da corpo sciolta in van... Non, c'est in vando, je ne sais plus quoi. Bon, je ne suis pas italien. Presu te gna. Bon. Alors, au début, on parle de l'âme, d'accord? L'âme qui va sortir du corps, enfin qui va s'élever. Et donc, il va utiliser sur le mot âme un trillo. C'est le fait de répéter une note comme ceci. Ah, évidemment, beaucoup mieux que ça. Hein, parce que là, on dirait... comment il s'appelait là, le pivert Voilà, c'est ça, Wookie Woodpecker, c'est ça. Donc, c'est fait mieux que ça, quand même, normalement. Donc, ça s'appelle le trillo. Et c'est une des grandes difficultés. C'est comme... Si vous voulez, au patinage artistique, un triple axel, c'est une figure imposée. Voilà. Et dans les autres figures imposées, nous avons ce que l'on appelle la broderie supérieure. Elle est là. Voilà. C'est le fait d'osciller entre deux notes conjointes, deux notes qui se suivent. Pa, padam, 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 padam. Voilà. Et ça, c'est du goût de l'époque. Donc, agilité, trillo et broderie supérieure. Donc, on va écouter cet extrait. Et dans cet extrait, je voulais aussi mentionner autre chose. Ce sont les réponses des violons. Vous allez entendre Orphée chanter, et puis régulièrement, vous allez entendre des réponses des violons, et ces violons sont même en écho. Donc on a un premier violon qui joue quelque chose, et le deuxième violon qui imite ce que vient de faire le premier violon. Et ça, c'est tout à fait intelligent de la part de Monteverdi, parce que c'est à la fois justifié dramatiquement et musicalement. Pourquoi c'est justifié dramatiquement? Tout simplement parce que le violon, à ce moment-là, imite Orphée s'accompagnant de la lyre, et aussi cela imite les échos que cet espace impitoyable et absolument terrifiant des enfers, voilà, cela permet d'essayer de s'imaginer l'espace que cela prend. Et pourquoi est-ce que c'est justifié musicalement? Eh bien, tout d'abord parce que cela permet d'articuler le discours, comme finalement un arrêt entre deux strophes de poème. Cela permet de relancer la dynamique du discours, puisque les traits un peu véloces du violon redonnent de l'énergie, et puis cela permet d'entrer en compétition avec la voix. Et c'est surtout ça qui nous intéresse, puisqu'on a dit que la voix était au cœur de l'opéra italien. C'est tout bon? Allez, on écoute. Vocalise, agilité. Écho. Trillo. Voilà. Donc l'opéra italien se construit à partir de ça, c'est-à-dire véritablement à partir d'un drame qui est pris en charge par l'expressivité de la voix. Et il y a un moment particulier dans l'opéra, à chaque fois, qui va cristalliser toutes les attentes du public, c'est le lamento. Et le lamento est vraiment le moment où l'on va pouvoir voir se rencontrer le point le plus expressif du drame, c'est-à-dire le moment le plus triste du drame, avec un des moments où la musique est la plus belle. Alors le lamento, c'est donc un air qui est lent, souvent, qui est extrêmement expressif, sensible, pathétique, et c'est un moment où le personnage exprime toute sa douleur. Il s'agit de mettre à nu les sentiments d'un personnage à travers la capacité de l'interprète à émouvoir. Alors, on va se servir d'un lamento, voilà, d'un compositeur qui
qui est après Monteverdi, c'est un compositeur qui s'appelle Cavalli. C'est un compositeur vénitien du milieu du XVIIe siècle. Alors, il s'agit de... il s'agit de quel opéra déjà? Ah oui, oui, pardon. Didon, je suis perdu, ça y est. La Didone, donc sur le sujet de la reine Didon, Didon est née. Et c'est un opéra donc, qui est composé, c'est le troisième opéra de Cavalli, qui est composé à Venise, comme je le disais, et qui est représenté en mars 1641. Nous sommes à la fin de l'acte 1. Énée est encore à Troie, mais Troie complètement ravagée. Donc la fin de l'acte 1 se finit sur l'effondrement total de Troie. C'est important en fait que l'on ait cet acte 1, parce que ce qui est important, c'est de faire mourir la femme d'Énée. Parce que Énée, évidemment, ne peut épouser Didon que s'il n'y a plus de personne, enfin s'il n'y a pas de femme. Donc il est important d'abord d'avoir un premier acte dans lequel on va tuer, on va faire mourir la femme d'Énée qui s'appelle Créuse. Mais le lamento que l'on va entendre n'est pas un lamento de Créuse, mais un lamento de la mère d'Énée qui est Hécube. Et Hécube, c'est la femme de Priam. Et Hécube, bon, elle a quand même un peu le droit d'avoir un lamento à la fin de l'acte 1 parce qu'en tant que reine de Troie, elle vient de perdre tout son royaume, quand même. Hein. Tous ses enfants sont morts. Il reste vaguement Énée, mais il doit partir. Et son mari aussi, il est mort. Voilà, donc elle est triste, un petit peu. Donc elle a le droit au lamento, et c'est le lamento c'est ça qui va nous intéresser. On va essayer de comprendre comment ça marche. Alors, ça fonctionne sur ce que l'on appelle une basse obstinée. C'est ce que j'ai entouré en rouge. Yam pam 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 pam. Une basse obstinée, c'est une mélodie qui est confiée à la basse et qui va être répétée en boucle. Deux intérêts, ou plutôt deux raisons pour cette basse obstinée. Enfin, oui, un intérêt et une raison. L'intérêt, la raison d'abord peut-être. Oui, la raison, c'est que, évidemment, il faut rentrer dans la psychologie d'Hécube, qui évidemment ressasse, est complètement enfermée dans sa souffrance et dans son deuil. Donc, la basse obstinée va nous aider à rester dans quelque chose qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à se décoincer. Et l'intérêt, ça y est, j'y arrive, l'intérêt de la basse continue, de cette basse obstinée, c'est que c'est un élément à la mode à cette époque-là. On jouait beaucoup de basse obstinée parce que ça permettait à un instrumentiste d'improviser au-dessus. L'improvisation est un élément extrêmement important au XVIIe siècle parce qu'il permet de mettre en avant les qualités d'invention et d'imagination du musicien, et ce sont des qualités qui sont extrêmement appréciées au XVIIe siècle. Bref, un lamento est souvent, ou quasiment tout le temps, écrit sur basse obstinée. Par ailleurs, dessus, comment fonctionne la mélodie d'Hécube? Alors, elle fonctionne sur ce qu'on appelle des éléments de catabase. La catabase est une figure de style en littérature qui consiste à montrer un mouvement descendant. Donc là, ce sont des lignes mélodiques qui vont être descendantes pour montrer évidemment l'état extrêmement souffrant du personnage. Par ailleurs, l'utilisation de chromatisme. L'utilisation de chromatisme, ce sont de tout petits intervalles mélodiques qui sont dissonants. Par exemple, si je chante « Au clair de la lune, mon ami Pierrot », là, je n'utilise pas de chromatisme, j'utilise ce qu'on appelle du diatonisme. « Au clair de la lune, mon… » Si maintenant j'utilise du chromatisme, je vais utiliser des intervalles plus petits et écoutez ce que ça donne. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Pas top quand même. Okay, le chromatisme, c'est ça. C'est le recours à ces infra-intervalles qui vont servir de dissonance. Et on a besoin évidemment de dissonance ici, puisqu'elle est dans un état d'angoisse extrême. Ensuite, il y a l'utilisation de madrigalisme. Alors, le madrigalisme, c'est le fait d'illustrer un mot avec le mouvement musical. Par exemple, si je veux illustrer le mot montagne, je vais dire okay, c'est-à-dire qu'avec le dessin mélodique, je dessine une montagne. Les auditeurs de l'époque étaient extrêmement familiers de ce principe-là, puisque
il y avait un genre qu'on appelait le madrigal. D'ailleurs, le concert de ce soir, ce sont des madrigaux, justement, qui sont à la naissance de l'opéra. Ce sont des poèmes mis en musique pour plusieurs voix. Eh bien, l'essence même du madrigal était de mettre en valeur certains mots par la ligne mélodique. Donc, c'est ce qu'on appelle des madrigalismes. Là, par exemple, vous avez sur le mot misera l'utilisation du registre le plus grave des cubes, c'est-à-dire que là, elle descend sous terre. Enfin, vous avez l'utilisation d'un rythme de sicilienne. Alors, la sicilienne, qu'est-ce que c'est? C'est une danse qui vient de Sicile, comme son nom l'indique, et c'est une danse amoureuse, tendre et légèrement mélancolique. Et son rythme fait yam, padam, yam, padam, yam, padam. Et le fait que Écube utilise ce rythme, eh bien pour les auditeurs de l'époque, c'est une référence immédiate à la sicilienne, et donc ils comprennent tout de suite qu'ils ont affaire à une scène mélancolique. Je n'ai pas parlé trop vite, ça va? Bon, vous m'arrêtez parce que là c'est des éléments techniques, c'est un peu... c'est pénible, voilà. On écoute. Vous avez la traduction. Dernière reprise de la basse obstinée. Voilà, vous avez pu entendre 2-3 choses? Super. Est-ce qu'on rejoue? Oh bon, très bien, vous n'avez pas l'air motivé. Si? Bon. Alors, on va écouter 3 lamenti. Il y a un intrus. Alors, ce sont bien 3 lamenti, hein, mais il y en a quand même un qui est intrus par rapport aux 2 autres. On va entendre un extrait du fameux martyre de Sainte Théodosie, la très chère Sainte Théodosie, là. C'est le moment où elle dit vraiment qu'elle ne veut pas épouser Arsène. Le deuxième, c'est un extrait du Saint Jean-Baptiste de Stradella. Alors cette fois-ci, c'est un... comment elle s'appelle? Salomé. C'est le moment où Salomé se plaint de ne pas être aimée en retour. Alors, ce n'est pas très clair dans le livret. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si, en fait, elle est amoureuse soit de son beau-père, Hérode, c'est bien son beau-père? Oui. Soit de Jean-Baptiste. Bon, en tout cas, c'est une déception amoureuse. Et puis, Didon est né de Purcell, le magnifique lamento de Didon, une fois que Énée l'a abandonné et que, comme Théodosie, en fait, la vertu ne souffre pas d'être négociée, donc elle se donne la mort. Donc on écoute les 3. Un indice, écoutez particulièrement la basse.
Lamento de Salomé de Stradella. Et Lamento de Didon de Purcell. C'est beau, hein? Ah. C'est lundi, je crois, la soirée Lamento. C'est ça? Bon, après, il faut enchaîner avec un De Funès ou je ne sais pas quoi, par contre, parce que c'est pas très joyeux, tout ça. Bien. Alors, qui pense que l'intrus, c'était le numéro 1, le Scarlatti? Une pour Scarlatti. Qui pense que c'était le numéro 2, Stradella? Ok. Et qui pense que c'était le Purcell? La majorité l'emporte, c'était bien le numéro 2. Parce que le 2 était le seul qui n'était pas sur basse obstinée, bravo, exactement. Alors, si, il y avait une basse obstinée. Yom, pam, 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 pam. Elle y était. Elle était discrète, mais elle y était. Et donc, finalement, le Lamento de Stradella est presque une exception du genre. Mais c'est aussi, cependant, un lamento extrêmement beau. Bien, alors, passons maintenant à la France, c'est-à-dire comment est-ce que la France prend en charge la question de l'expressivité? Eh bien, elle le prend en charge par la question du raffinement, notamment dans certaines scènes que l'on appelle les scènes de sommeil. Les scènes de sommeil, ce sont les moments où les héros sont enchantés par un pourvoir surnaturel et s'endorment. En réalité, le sommeil est tout simplement une allégorie du lâcher-prise et du laisser-aller des sens vers la sensualité. Donc une scène de sommeil est généralement rattachée à la question de l'amour et de la sensualité. Alors, l'expressivité était prise en charge par la voix du côté du modèle italien. Pour le modèle français, ce n'est pas exactement la même chose, ça on l'a déjà souligné. En fait, cela vient de la rencontre entre différents paramètres et également d'un haut degré de raffinement. Finalement, on est à l'image de ce que Versailles est en train de devenir à cette époque-là. Hein. C'est-à-dire que Versailles n'est pas un haut lieu de virtuosité ou un haut lieu de sensibilité, c'est plutôt un haut lieu, évidemment, de raffinement et de rencontre entre les arts. Et c'est quelque chose que l'on retrouve tout à fait dans la tragédie lyrique. C'est comme ça que l'on appelle l'opéra français à l'époque. Alors, nous sommes dans Armide de Lully, créé en 1686. Julien, c'est une erreur. C'est pas 87, 87, c'est l'année de sa mort, Lully. Donc, Armide est amoureuse de Renaud, mais Renaud n'aime pas Armide. Et Armide est une enchanteresse, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs surnaturels. Et pour pouvoir rendre Renaud amoureux d'elle, eh bien, elle va l'endormir. Alors, ce n'est pas exactement vrai. Au début, elle l'endort pour le tuer. Bon, c'est compliqué. Mais là, en tout cas, elle essaye de faire endormir Renaud. Donc, elle va créer une espèce de paysage luxuriant tout autour de lui. Il va se sentir à l'aise. Il va s'asseoir et il va sombrer peu à peu dans le sommeil.
Et c'est à travers finalement la rencontre entre différents paramètres que l'on va obtenir l'expressivité. Quels sont ces paramètres? Eh bien, tout d'abord, le raffinement de l'orchestration. Vous allez pouvoir entendre qu'il y a un soin donné à l'orchestre qui est extrêmement présent, bien plus que ce que peut l'être l'opéra italien dans les opéras italiens du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc, le raffinement de l'orchestre, le luxe de la déclamation, c'est-à-dire vraiment un travail ciselé autour du choix des rythmes et des notes qui sont utilisés pour mettre en avant le texte. Tout est fait pour que le texte, évidemment, soit magnifiquement présenté. Il faut dire que Lully, quand on rapporte cela, mais on a des écrits là-dessus, donc tout est... ça paraît tout à fait plausible. Lully, en fait, pour pouvoir trouver une écriture vocale pour mélanger voix-texte, il s'est inspiré d'une des grandes actrices comédiennes de l'époque, qui était la Champmeslé. Donc, il part bien, finalement, d'une tragédienne, c'est-à-dire d'une voix qui est parlée. Et cette voix parlée, il va la rendre musicale. C'est ça qu'on appelle le travail de déclamation musicale. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Troisième paramètre, c'est un point d'honneur à demeurer simple, c'est-à-dire qu'on a une élégante simplicité. On doit toujours demeurer simple pour ne jamais paraître vulgaire. Et c'est de cette simplicité que va naître le superbe raffinement. Alors, nouveau jeu. On va, avant de l'écouter, je vais vous poser des questions. Selon vous, quel est le tempo, c'est-à-dire quelle est la vitesse que Lully va utiliser pour mettre en scène le sommeil de Renaud? 3 possibilités, vif, modéré ou lent. Qui pense que ce sera vif? Modéré? Ok. Lent? Ok. Vous verrez, je dis rien. Vous écouterez. Quelle est la métrique qu'il va utiliser? La métrique, c'est le nombre de pulsations par mesure. C'est-à-dire, est-ce qu'il va utiliser une mesure à 2, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou est-ce qu'il va utiliser une mesure à 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors, qui pense que ce sera à 2? Qui pense que ce sera à 3? Ok. Et enfin, quels vont être les instruments solistes de l'orchestre qui vont être utilisés pour peindre le sommeil? 3 possibilités, des flûtes, des cors, des hautbois. Qui pense que c'est flûte? Oui. Cor? Oui. Hautbois? Ok. On écoute et après on corrige. Alors, les instruments solistes, c'était quoi au-dessus des cordes? C'était des flûtes, bravo. Mesure à 2 temps ou à 3 temps? 3, bravo. Et quel tempo? Alors, très bien, c'est tempo modéré, mais Lully écrit lentement. Mais vous avez raison, c'est modéré, tout simplement parce que il faut bien imaginer que 17e et 18e siècle, les extrêmes en termes de tempo n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils vont se développer, le plus vite et le plus rapide et le plus lent vont se développer au fur et à mesure des 18e et 19e siècles. Ça ne veut pas dire qu'on joue toujours avec le même tempo au 17e, pas du tout, mais ça veut dire qu'un tempo lent est moins lent que ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Donc on est effectivement plutôt dans un tempo modéré. Très bien. Alors on va écouter cette fois-ci l'air avec Renaud qui chante, et donc prêter une attention toute particulière à la déclamation. Contrairement à l'opéra italien, on est dans du syllabique, c'est-à-dire une note par syllabe, et on est dans un texte qui avance, on ne revient jamais en arrière. Et donc il y a un soin particulier à mettre le texte, la mélodie du texte en avant. On écoute. J'observe
mais à dire, ce fleuve coule lentement et s'éloigne en regrettant ces jours si charmants. Les plus aimables fleurs et les plus doux zéphyrs parfument l'air qu'on y respire. Bien. Je vous propose un deuxième extrait de musique française, cette fois-ci de nouveau chez Castor et Pollux de Rameau. Donc nous sommes en 1737, donc nous sommes 50 ans plus tard, pour voir un peu comment l'expressivité a évolué. Elle n'a pratiquement pas évolué dans le sens où on a toujours cette question de rencontre entre les paramètres musicaux et de raffinement à l'extrême. La seule chose qui a évolué, c'est que ce travail sur le raffinement a donné quelque chose de l'ordre de la monumentalité chez Rameau, c'est-à-dire que l'on va accéder à une musique quasi sacrée, tellement elle est pleine de raffinement et d'élégance. Donc là, j'ai utilisé un des premiers airs de Castor et Pollux. Nous sommes au début de l'acte 1. Télaïr croit Castor mort, mais en fait, il n'est pas mort à ce moment-là. Bon, basta. Et elle chante l'air Tristes après. Et vous allez pouvoir entendre que nous sommes dans un air extrêmement expressif, donc finalement comme les lamenti italiens, sauf que Rameau n'utilise pas du tout les mêmes procédés. Vous allez entendre que la mélodie est extrêmement banale, elle est extrêmement sobre, mais que l'orchestre évidemment est extrêmement solide et donne à l'air quelque chose de l'ordre du monument. Et du sacré. Donc, essayez vraiment de mettre en perspective cet air avec les lamenti que l'on a écoutés pour voir que l'on est bien dans une recherche d'expressivité, mais pour autant, on n'est quand même pas du tout sur un travail autour de l'expressivité de la mélodie. Allez, c'est parti.
Toi qui vois mon cœur éperdu. Bien. Alors c'est le moment peut-être de choisir son camp, puisque vous imaginez que les deux modèles se sont battus en fait, et étaient absolument concurrents. Donc il y avait les pro-français, pro-italiens. À ce stade de l'exposé, qui est pro-italien? Oula. Okay. Qui est pro-français? Il y en a qui n'ont pas levé la main, donc il y en a qui sont pro-rien du tout, c'est ça. Ok, bien. Combien il me reste de temps pour savoir ce que je coupe? Parce que 4 heures. il faut s'arrêter à quelle heure? Ok, question comprise, c'est ça? Ou pas? Vous me dites, hein. Dès que vous en avez marre, vous faites help, hein, de toute façon. Ok, bien. Continuons. Alors, en dehors de la question de l'expressivité, il y a quand même des données un peu pratiques qui sont qu'un opéra est long. Et donc, il va falloir renouveler l'attention du public régulièrement. Et les deux pays vont choisir des directions différentes pour essayer d'obtenir l'attention du public. Du côté de l'Italie, le premier moyen que l'Italie va trouver, c'est d'intégrer des scènes comiques. Ça, c'est surtout au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'au milieu de la tragédie, vous aurez des couples de personnages qui sont beaucoup plus comiques et qui sont là pour finalement rompre avec l'atmosphère un peu lourde de la scène. Mais au bout d'un moment, les librettistes vont se rebeller contre cet usage qu'ils ne trouvent absolument pas approprié, notamment parce qu'au même moment en France est en train de se mettre en place le grand schéma de la tragédie française telle qu'elle est portée par Racine et Corneille. Donc on va essayer d'assagir un peu tout ça et on va enlever le comique de la scène. Donc il ne restera plus que la tragédie. Et pour maintenir l'attention du public, eh bien, c'est toujours cette voie sur laquelle on va mettre toutes les attentes. Et en fait, c'est notamment sur la question de la virtuosité. La virtuosité va réellement être un moyen d'attirer l'attention du public. Alors, pour un moyen clair qui renvoie à ce que l'on expliquait tout à l'heure à propos des passions, je m'explique. Dans un air de bravoure, c'est un air dans lequel le personnage signale tout le courage dont il est habité. Donc, dans cet air, pour un air de bravoure, le personnage va avoir recours à beaucoup de vocalises, c'est-à-dire beaucoup d'agilité, beaucoup de difficultés vocales. Qu'est-ce qui va se passer? Le spectateur qui est en face va être enthousiasmé par ces vocalises, parce qu'il va être absolument stupéfait de cette performance. Cette performance va donc réveiller en lui l'enthousiasme, c'est-à-dire le courage. Et c'est cela que l'on appelle exciter les passions, c'est-à-dire que l'interprète a réussi à transmettre sa propre émotion au spectateur. Le spectateur ressent la même émotion que ce que ressent le personnage sur scène. Donc il y a bien une justification dramatique à la virtuosité. Mais le problème, c'est que, souvenez-vous, on est dans un usage privé privé et économique de l'opéra. Il faut faire du chiffre. Donc, ce qui va plaire, évidemment, c'est lorsqu'il y a de plus en plus de performances. Donc, ça, c'est le côté un peu obscur de la force de la voix. En fait, progressivement, on va oublier le drame, et le drame va simplement devenir un alibi pour les prouesses vocales des castrats. Et là, évidemment, je vous invite à venir dimanche pour le visionnage de Farinelli. C'est 18h, je ne sais plus. 17 17. Et avant, Florent, le directeur artistique du festival, et moi-même, on dit quelques mots là-dessus. Et donc là, évidemment, Farinelli, c'est vraiment... on est au cœur de cette question de la problématique entre qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur? Est-ce qu'on doit mettre en valeur le castrat ou est-ce que l'on doit mettre en valeur le drame du compositeur? Bien. Pour illustrer cette question de la virtuosité à outrance, je vais vous faire visionner un extrait que l'on a déjà visionné, mais je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas m'empêcher de le remettre. Il s'agit d'un air de Vivaldi, extrait de sa Griselda de 1713, extrêmement véloce, chanté ici par Cecilia Bartoli, qui est aussi incroyable à écouter qu'à voir, vous allez le remarquer. Citata da venti, e mi volte in
C'est vrai que vous pouvez l'applaudir quand même, c'est extraordinaire quand même. Vous le trouvez sur YouTube, hein? Ouais. Et puis, elle me fait rire parce qu'il y a une pause à un moment donné, ce qu'on appelle la ritournelle centrale. Et elle est fière d'elle, on le voit, elle sourit. Bon, en même temps, moi je serais fier aussi à sa place. Mais... Bien. Donc ça, c'est la virtuosité italienne. En France, la virtuosité n'est pas possible. Alors, on peut l'avoir à certains moments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la scène de Rameau un peu longue que nous avons entendue de Pollux aux Enfers, son air avait quelques éléments de vocalisme, mais c'est vraiment périphérique, c'est seulement là pour souligner quelques mots. Pourquoi ça n'est pas possible en France? Tout d'abord parce que cela nuirait à la compréhension du texte. D'autre part, je ne sais plus. Pourquoi? Ah oui, c'est ça. Deuxièmement, en fait, parce que cela détourne l'attention de l'auditeur. On l'a bien vu. Ici, on s'en fiche complètement de ce qu'elle est en train de dire. La seule chose, c'est que l'on est totalement subjugué par la performance. Donc, pour les Français qui veulent mettre au centre de l'opéra le texte, évidemment, ça n'est pas possible. Ou alors, relégué à certains moments, dans certains moments très, très particuliers, notamment au moment des divertissements. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'opéra français donc déploie son texte de l'action et à un moment donné doit laisser place à ce que l'on appelle un divertissement. Un moment de divertissement, c'est un moment où l'action s'arrête et c'est un moment où l'on peut finalement digresser vers de la danse de façon plus, plus large. On laisse plus de place à la danse, à des chants qui sont plus joyeux. On a besoin de ces moments de divertissement tout simplement en fait pour souffler. Et dans ces divertissements, on a ce que l'on appelle des airs de coryphée. Un coryphée, c'est un soliste vocal qui n'a pas de nom de personnage. Ce n'est pas un personnage, si vous voulez, c'est quelqu'un qui vient et qui chante une chanson. Et là, ce sont des chansons sur l'amour, la joie, gna 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 gna, bon, très bien. Et là, à la rigueur, on peut faire usage de la vocalise, de la virtuosité, puisque le texte, dans cet espace-là, devient secondaire. Bon, mais quel est le moyen, en tout cas, que les Français ont choisi? Donc, je passe là-dessus, c'est ça. Pour attirer l'attention du public, eh bien, en fait, les Français vont mettre en place un certain nombre d'attendus, de passages obligés. Vous savez, c'est comme dans les comédies romantiques où l'un des passages obligés, c'est le moment où les deux amoureux donc, ne s'aiment plus, puis pour se rabibocher, en fait, ils vont partir et puis l'autre se rend compte qu'il l'aime et il va à l'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a des embouteillages, il y a des bouchons, il a du mal à y arriver. Bon, ça c'est un attendu, c'est un code. Eh bien, on a un certain nombre de codes aussi, presque prescriptifs, que les Français doivent respecter lorsqu'ils composent des tragédies lyriques. On a vu la scène de sommeil tout à l'heure avec Renaud, et il y a d'autres scènes qui sont des scènes dites météorologiques. Donc on va en écouter une, et donc moi ce que je vous demande c'est quel est le phénomène météorologique qui est représenté.
fois. Alors, c'était quel phénomène? Rafale, tempête, exactement. C'est une tempête. C'est la tempête des Boréades, autre opéra aux tragédies lyriques de Rameau. Donc là, il va y avoir un certain nombre de clichés musicaux qui vont se mettre en place pour représenter la tempête, notamment la trépidation des cordes, l'utilisation aussi de gammes rapides, et puis de phénomènes de crescendo rapide qui imitent les rafales. Et puis vous aviez en plus de cela des percussions qui imitent plus concrètement le vent. Enfin, vous avez en fait un matériau musical qui est un peu dissonant, tout simplement pour nous mettre dans une atmosphère un peu d'angoisse. Alors maintenant, c'est l'heure de voir si vous avez bien suivi. Interro. Alors, la question est la suivante. Il s'agit de replacer chronologiquement les compositeurs et en fait les mettre en face des bons rois. Alors, on va déjà aider. On va donner la mort des rois. Henri IV, il s'est fini quand son règne? 1610. Très bien. Louis XIII. Ah, on le sait moins, lui. Oui? 43, effectivement. 1643. Louis XIV. 1715. Très bien. Et Louis XV. Ah, mais Bichette, on ne s'en souvient jamais de lui. Mais il était gentil pourtant, le bien-aimé. 74. Il a un long règne, hein. 1774. Donc je vous laisse quelques instants pour essayer de remettre les choses dans le bon ordre et après on corrige. C'est bon? À peu près? À peu près. Alors, Vivaldi. Louis XV, essentiellement, effectivement. Alors, il commence à composer dans les années 1708, 1709, mais l'essentiel, et surtout les opéras, c'est après 1715. Bon, même si Louis XV n'arrive qu'au pouvoir qu'en 23, quand même, Vivaldi, ça reste vraiment un compositeur de l'époque de Louis XV. Monteverdi. Henri IV, mais effectivement, à cheval aussi sur Louis XIII, puisqu'on a encore des compositions jusqu'en 42, hein, notamment. Lully. Alors voilà, là par contre, c'est le seul dont on est sûr, celui-ci. Cavalli. Alors il est à cheval en fait. Il est à la fois sur Louis XIII et Louis XIV, puisqu'il est un peu après Monteverdi. Handel. Louis XV, très bien, complètement Louis XV. Stradella, oui, compositeur sous Louis XIII et un peu Louis XIV. Rameau, oui, alors ça c'est vraiment le compositeur de Louis XV. Et Purcell, non, un peu après en réalité, parce qu'il meurt en 95, c'est plutôt un compositeur Louis XIV. Voilà, avec les têtes ça donne ça. Voilà, donc on voit bien quand même hein, que la majorité de ceux que l'on a pu voir étaient sous le règne de Louis XIV. Bon, je vais couper les pieds Louis XIII pour qu'il rentre là. Ensuite, deuxième épreuve. Il faut remettre les extraits dans l'ordre chronologique. Et en plus, j'ai mis un intrus. C'est parti. Je vais percer son âme au ciel.
sortis d'esclavage, qu'il éprouve toute rage. Quel trouble me saisit, qui me fait hésiter. Qu'est-ce qu'en sa faveur la pitié me veut dire? Frappons! Ciel, qui peut m'arrêter? Achevons! Je frémis. Vengeons-nous! Deuxième extrait. Troisième extrait. Et quatrième. Libiamo, libiamo, lieti carici che la bellezza infiora, e la fuggevole ora sinneria voluta. Libiam dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Bien. Corrigeons. Alors, vous allez me faire signe en fait avec vos mains pour donner les numéros. D'accord? Alors, quel est l'extrait que vous mettez tout au fond, le plus vieux? Le 2, le 2, le 2. OK. Le 1. OK. Ensuite. Alors, le 3, le 1. 3, 1. OK. En troisième. En avant-dernier, quoi. Le 3, le 1. Là, il y a hésitation entre le 3 et le 1. C'est intéressant, ça. Et le plus récent, c'est le 4, en effet, comme je l'ai entendu, Traviata de 1853. Alors, dans l'ordre, c'était le 2, en effet, avec un duo du couronnement de Popée de Monteverdi, 1642. Puis c'était le 1, avec un extrait de Armide, enfin, il établit ma puissance. Juste après,
l'air de Renaud, justement, où il est endormi, au moment où elle veut en fait le tuer, puis elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle ne peut pas le tuer. Numéro 3, 1733, c'est le premier opéra de Rameau avec le trio des Parcs d'Hippolyte Aricie. Et puis donc enfin, comme on l'a dit, c'était Traviata de Verdi. Troisième épreuve. Alors, version question pour un champion, cette fois-ci. Donc, je vais vous donner la définition d'un personnage qui a été longuement, souvent mis en musique à l'époque baroque. C'est pour ça qu'on va parler de ce personnage. Et donc, je vais donner ces différents éléments de biographie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et dès que vous le reconnaissez, clac, vous levez la main. C'est clair ? Oui. Alors, je suis une reine d'un royaume florissant qui refuse de me marier au prétexte que tous les hommes sont des goujats. Je tombe malheureusement amoureuse d'un homme qui, bien évidemment, va m'abandonner. Ah, une première. Ne supportant pas cet abandon, je m'immolerai malheureuse mais digne. Mon palais se situe dans la ville de Carthage. Ah, 2, 3 qui commencent. Et l'homme qui m'abandonne est le perfide prince troyen aîné. Qui suis-je? Alors, c'était qui? C'est Didon, exactement. Et Didon va être absolument un personnage qui va être beaucoup mis en valeur parce que c'est un personnage qui n'est ni historique ni mythologique, ou qui est à la fois historique et à la fois mythologique, en fin de compte. Donc, il peut à la fois être un personnage français et un personnage italien et un personnage anglais. C'est un personnage extrêmement vertueux. Donc, en fait, c'est un personnage qui coche toutes les cases du modèle à la fois français et du modèle italien, c'est-à-dire que c'est vraiment un modèle parfait pour l'opéra baroque. Dernier jeu. Je vous ai expliqué que les airs italiens, à chaque fois, mettaient en valeur le sentiment, qui était mis en valeur par un personnage. Donc, ma question est la suivante. On va écouter des extraits. Quelle est la passion, quel est le sentiment qui est développé dans cet air? Alors, premier extrait. Non, oui. Bien. Alors, selon vous, quelle est la passion ici qui est exprimée ou le sentiment qui est exprimé? Amour. Alors, il y a bien effectivement une question d'amour, tristesse. Alors, on est tout à fait dans le cadre du lamento, absolument. Abandon, effectivement. Là, en fait, nous sommes dans le Jules César de Handel. Et c'est un air de Cléopâtre qui se croit abandonnée par César alors qu'elle est furieusement amoureuse de lui. Et donc là, elle projette de se suicider. Deuxième extrait. Gloria
Alors, il y a effectivement la colère. Pas tellement ici. Ça aurait pu, parce qu'effectivement, on a des éléments musicaux énergiques, enthousiastes. Alors, il y a une histoire de jalousie aussi, c'est vrai. En fait, c'est un air de bravoure. C'est un air de courage. En fait, nous sommes dans l'Ariodante de Handel, dont on a expliqué l'histoire au début. Je vous passe les détails, mais c'est un moment donné où Polinesso va faire croire qu'il veut prendre la défense de Ginevra. Donc, c'est le traître, en fait, qui chante ici. Et donc, il dit, oui, moi, je jure de la défendre en faisant un duel, gna 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 gna. Donc, c'est un air à la fois de courage, d'enthousiasme, de jalousie aussi. Et donc, évidemment, c'est mis en valeur par les nombreuses vocalises. Je passe sur le troisième exemple parce que je voudrais arriver à la conclusion. Il y a des éléments importants, c'est-à-dire la question de la réconciliation des styles. L'opposition des deux modèles va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais en réalité, dès la fin du XVIIe siècle, on va avoir des éléments de rapprochement, surtout en France, c'est-à-dire le fait que la France va récupérer certains éléments italiens. Pourquoi ça n'est pas l'inverse? Tout simplement parce que l'Europe entière est conquise par l'opéra italien, sauf la France. Donc on comprend bien sûr que c'est la France en fait, qui va s'interroger sur tiens, pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas le modèle italien? Je vous rappelle que c'est par protectionnisme que le modèle italien n'arrive pas à Paris, puisque Louis XIV utilise l'opéra comme un élément du pouvoir royal, donc il doit être purement français, il ne doit être surtout pas soumis à des influences étrangères. Donc, dès la fin du XVIIe siècle, certains compositeurs en marge vont récupérer des éléments italiens, mais dans des genres musicaux qui sont annexes à l'opéra. Donc, par exemple, Charpentier, dans les oratorios. Donc, un oratorio, c'est un opéra, mais ce n'est pas un opéra. C'est un opéra à sujet religieux qui n'est pas mis en scène. Donc, on est dans le cadre d'un drame mis en musique, mais ça n'est pas l'opéra quand même. Ensuite, derrière, nous aurons Couperin, qui va essayer de réunir les styles, mais lui dans la musique instrumentale. Et puis d'autres compositeurs un peu plus tardifs au milieu du XVIIIe siècle, comme Monteclair, dans le cadre de la cantate. Il y aura un concert cantate, d'ailleurs, je crois que c'est mardi soir, autour des cantates de Vivaldi. Une cantate est un opéra de salon, en fait, un opéra à chanter chez soi en domestique pour tout petit comité. Et l'élément le plus saisissant de cette rencontre entre les styles, c'est la querelle des bouffons dont vous a parlé un peu Florent. Elle a lieu dans les années 1750 en France à l'occasion d'une des représentations de La Servante maîtresse qui sera jouée donc jeudi à Paris. Enfin, oui, elle n'est pas jouée à Paris jeudi, on est bien d'accord. Bon, lorsqu'elle est jouée à Paris en 1750, elle a déjà été jouée à Paris dans les décennies précédentes, mais c'est lorsqu'elle va être rejouée en 1752, je crois, ou 50, je ne sais plus, vous vérifierez, que là, il va y avoir une cabale pour savoir si on doit maintenir le vieil opéra français monarchique ou si l'on doit autoriser l'intégration de l'opéra français. Et en fait, ceux qui vont se proposer de faire une synthèse, ce sont les compositeurs d'opéra comique, c'est-à-dire qui se détachent de l'opéra sérieux, puisqu'aujourd'hui, nous avons entendu que de l'opéra sérieux. L'opéra comique français va être un opéra, un genre qui va resplendir à partir des années 1760 jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et l'un des grands représentants de ce genre, c'est Grétry. Et Grétry va tâcher, dans ses opéras, de réconcilier musique française et musique italienne. Et il va même faire, en fait, de cette rencontre, des éléments dramatiques, disons, qui ont une influence sur le drame. Et donc, j'aimerais que l'on finisse par ça. Nous allons écouter 3 extraits de Zémire et Azor. Zémire et Azor, en fait, c'est La Belle et la Bête. Zémire est la Belle, Azor, c'est la Bête. Nous allons écouter 3 airs de Zémire. En fait, le principe de cet opéra, se construit sur une des obsessions de l'époque, c'est-à-dire le fait de voir la fille devenir femme. Autrement dit, pour être un peu plus clair, c'est la question de la virginité féminine qui est constamment mise en question dans les opéras comiques de la fin du XVIIIe siècle français. Donc vous allez entendre 3 airs de Zémire, et la question est la suivante, dans quel ordre on les met? Parce qu'en fait, l'ordre de ces airs va déterminer la maturité de l'héroïne. Donc, quel est l'air où elle est la plus jeune finalement, et quelle est l'air à la fin où elle est la plus mûre? C'était pas très clair ce que j'ai dit, si? Si? Ok. Donc on écoute. Premier extrait.
Deuxième extrait. Et troisième. Alors, quel est l'air que Zémire chante à l'acte 1? C'est-à-dire, quel est son premier air? Vous me faites des signes. Le 2, le 3, le 1, le 3. OK. Le deuxième air, celui qu'elle chante à l'acte 2. Alors qu'elle chante en fait à l'acte 3, mais... OK, le 3, le 2, le 1. On n'est pas d'accord. Et son dernier air? Le 2, le 3, le 1. OK. Alors, l'ordre, c'est 3, 2, 1. Il y en a qui avaient bon? OK. Alors, pourquoi? Ça, c'est un air d'inspiration populaire. Donc, qui se revendique d'une certaine forme de simplicité pour évoquer la naïveté de l'héroïne. Ensuite, on a affaire à l'air plus italien, à vocalise, parce que c'est le moment où elle se déploie, c'est le moment où elle s'épanouit. Et enfin, c'est le 1, d'essence française, parce que tout à coup, il y a une luxuriance, une élégance de l'orchestration qui montre que là, qu'elle a tout à fait atteint un stade de maturité. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair? Bien. Donc, cela était ma conclusion. Je vous remercie et puis je vous écoute si vous avez des questions. Ah, je crois qu'il y a une question juste là. Oui, ma question concerne, ma remarque concerne Rameau Oui? et la mélodie. Oui. Ah, on entend bien pourtant. Oui, Rameau et la mélodie. On a l'impression, c'est peut-être plus qu'une impression d'ailleurs, que les mélodies de Rameau ont été concoctées, si on peut dire, assez longtemps à l'avance dans ces pièces de clavecin, qui sont antérieures, comme chacun sait, à son œuvre lyrique. Et dans les pièces de clavecin, on trouve beaucoup de mélodies qui sont utilisées plus tard, par exemple la danse des sauvages des Indes galantes ou les Niais de Sologne dans Dardanus et bien d'autres. Alors, est-ce que ces pièces de clavecin ne sont pas un laboratoire des mélodies des opéras futurs de Rameau? Oui, en effet. En fait, Rameau se met relativement tard à l'opéra puisqu'il est né en 1683 et qu'il s'y met en 1733. Donc il a 50 ans lorsqu'il compose son premier opéra. Et en effet, on peut remarquer que pour bon nombre de compositeurs, l'écriture pour piano représente un laboratoire, tout simplement parce qu'il s'essaye. Il y a quelque chose de très pratique dedans. On s'essaye sur la miniature, c'est comme un protocole scientifique, avant
c'est-à-dire que l'on teste avant de pouvoir en élaborer une grande forme, de la même manière que les peintres vont réaliser des modèles en miniature avant de les faire en grand. Oui, absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc vous en avez marre, je vous comprends. Bon, de toute façon, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, vous pouvez me les poser soit maintenant, parce que je ne vais pas partir en courant, soit pendant le festival si vous... Oui. Non, une autre, c'est simplement pour savoir, est-ce que Mozart a connu la musique de Grétry? Parce qu'on dirait que Grétry, c'est pas sans analogie, sans parenté avec ce que Mozart a écrit par la suite. Oui, Mozart connaissait bien la musique de Grétry. Alors déjà parce que Mozart est venu 2 fois à Paris, notamment une fois en 1778, au moment où Grétry est absolument au fait de sa gloire. Et on sait qu'il a même manipulé la musique de Grétry. Pardon, je postillonne, excusez-moi. Il a connu les partitions de Grétry puisqu'il a notamment écrit des variations sur une mélodie d'un des opéras comiques de Grétry qui s'appelle Les Mariages Samnites. Donc oui, en effet, il connaît bien la musique de Grétry et il s'en est inspiré.